Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Nils CD pour nous présenter une introduction à la pensée marxiste et je lui laisse sans tarder la parole. Nils, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci au Cercle de m'inviter. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour m'adresser à vous. Je vais commencer par une brève présentation de moi-même quand même pour que vous sachiez d'où je parle, selon le célèbre adage communiste. Donc moi c'est Nils Carlon Dupin, j'ai 22 ans, je suis étudiant en master de lettres. Je suis donc membre et cadre de l'association qui s'intitule l'Institut Humanisme Total, présidé par le philosophe Loïc Chéniaud, dont je suis par ailleurs secrétaire régional pour la section Île-de-France. Et accessoirement, je vous signale également que je suis responsable en fait du comité de rédaction du journal militant de l'association qui s'appelle L'Affranchi, et sur lequel les adhérents de l'IHT peuvent écrire, partager leurs analyses sur l'actualité ou sur d'autres sujets. Voilà, qui est en fait une forme en fait de plateforme en fait où nos adhérents peuvent écrire et s'exercer à cet exercice, tout simplement. Voilà, donc je ne vous embête pas plus avec cette brève présentation de moi-même. Donc dans cette conférence en fait s'inscrit, je le précise quand même en amont, dans une collaboration qui dure depuis presque 2 ans maintenant, entre le Cercle Aristote et l'Institut Humanisme Total, donc dans le cadre d'un échange intellectuel qui est plus que fécond et que nous entendons poursuivre, que ce soit ce soir ou sur le plus long terme, que ce soit à travers ce genre d'initiative ou tout simplement à travers une coopération politique qui est militante au niveau local. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je vais procéder de manière un peu différente de l'intitulé qui m'a été proposé au départ, qui était de faire une introduction à la pensée marxiste. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en préparant ma conférence que faire une véritable introduction à la pensée marxiste allait nécessiter bien plus en réalité qu'une intervention limitée à 1 heure de temps de parole, parce qu'il y a beaucoup à dire. Le marxisme, c'est un continent intellectuel qui ne date pas de Marx lui-même, qui puise ses racines dans la pensée antique, et qui est avant tout intrinsèquement lié à l'histoire de la philosophie elle-même, avec des racines qui remontent, comme je viens de le dire, à au moins à la pensée matérialiste de la Grèce antique. Donc plutôt que de vous faire un exposé rébarbatif et peut-être pas si intéressant que ça, et pour moi et pour vous, j'ai choisi en fait de vous présenter le marxisme non pas comme s'il s'agissait d'un courant de pensée parmi d'autres, comme s'il pourrait s'agir de présenter le libéralisme, l'anarchisme, le monarchisme, etc., mais plutôt comme ce qu'il est avant tout. Donc le marxisme, c'est avant tout une méthode d'analyse scientifique du réel qui est destinée à orienter et à rationaliser une pratique politique conséquente. Donc je dresse quand même quelques petites lignes de démarcation, quelques petites bases en fait qui servent à tout militant marxiste, tels que nous les enseignons à l'IHT, qui permettent en fait de repérer le marxisme tel que se situe dans l'histoire de la pensée. Donc je l'ai dit, le marxisme est avant tout une théorie de la connaissance qui prend ses sources dans l'héritage de la pensée grecque, donc dans le matérialisme antique, mais aussi dans la tradition rationaliste qui va de Descartes à Hegel, à la suite de la scolastique médiévale. Donc toute cette tradition rationaliste, voilà, qui se développe à partir du cogito cartésien, qui va être enrichi et par Kant et par Hegel, puis finalement par les marxistes, et qui se caractérise par l'emploi donc de la méthode dialectique comme dépassement d'une logique formelle. Donc une logique formelle, pour vous expliquer en 2 mots, c'est une logique qui n'accepte pas la contradiction, donc A égale A, alors que la méthode dialectique, ou la logique dialectique, appelons ça comme on veut, va accorder pour le coup une importance toute particulière à la notion de contradiction. Donc le marxisme, c'est une théorie de la connaissance qui dépasse en quelque sorte les théories qui avaient été élaborées précédemment par la philosophie de la connaissance et qui affirme que le réel est totalement connaissable, par rapport au kantisme qui lui pour le coup affirmait que le réel n'était pas connaissable en tant que chose en soi, que le sujet ne pouvait pas accéder à la chose en soi. Le marxisme pour le coup lui affirme que le réel est connaissable en fait, que le sujet a les moyens de connaître son environnement, le monde qui l'entoure, et donc ça va s'appliquer évidemment à l'analyse scientifique de l'histoire, de l'actualité politique, etc. Donc qu'est-ce que donne une analyse marxiste appliquée à l'histoire? Ben, tout simplement, ça va consister en fait à isoler un certain nombre de déterminations prises dans une époque donnée. Qu'est-ce qu'une détermination? Par exemple, Marx, dans un de ses ouvrages les plus célèbres, qui est la contribution à la critique de l'économie politique, il prend l'exemple en fait d'une analyse économique d'une société donnée en disant que les économistes classiques ont tendance à isoler une donnée qui serait la population, les revenus, les choses comme ça, la fiscalité. En fait, le marxisme va tout d'abord les isoler, mais pas seulement pour les étudier comme des monades isolées les unes des autres, mais pour restituer leur unité. Et on va voir que cette unité,
en fait, elle va être constituée par la notion de mode de production. Hein. Donc, vous connaissez là actuellement, vous savez que nous sommes dans le mode de production capitaliste, selon l'analyse de Marx. Donc, le marxisme, c'est avant tout une méthode d'analyse scientifique qui va s'attacher à restituer une logique en fait dans le développement humain à travers la succession des modes de production dans l'histoire de l'humanité et qui va tenter de montrer en fait comment ces modes de production engendrent des rapports sociaux particuliers, des évolutions culturelles, civilisationnelles, anthropologiques, etc. Tout ça sur le temps long de l'histoire universelle. Donc, je précise également que le marxisme ne se limite pas du tout aux travaux de Marx, et encore moins à ses travaux économiques, hein, qui ne sont qu'une partie du travail de Marx, contrairement à ce qu'on peut souvent pas croire dans une certaine vulgate. La méthode matérialiste et dialectique, qui est donc le nom complet du marxisme, hein, va se révéler féconde dans l'ensemble des domaines du savoir, et va même avoir l'ambition de montrer ce qui en fonde l'unité. Hein, vous voyez, hein, on a toujours ce souci de la contradiction, mais d'une contradiction qui est au départ apparente, et en fait, plusieurs éléments qui vont apparaître d'abord comme une contradiction vont se révéler en fait dans leur unité, aussi bien dans le domaine du savoir que dans le domaine de la politique, de l'économie, etc. Donc, à ce titre, il existe bien des philosophes marxistes, que des biologistes marxistes, par exemple, des critiques littéraires. Hein, là, du coup, c'est plutôt ma branche, puisque je suis étudiant en littérature. Je cite deux noms quand même qui sont assez connus et qui sont très importants dans l'histoire de la pensée marxiste, que sont Lucien Goldman et Georg Lukács, philosophes respectivement hongrois et judéo-roumains, qui ont énormément travaillé justement à produire une analyse marxiste en fait de la production culturelle et de la production littéraire en particulier. Donc le marxisme, c'est moins une doctrine politique économique figée, donc un dogme. On a souvent tendance à présenter les marxistes comme des dogmatiques, voilà, comme des hommes d'église qui auraient recréé une forme de religion après la déchristianisation. En réalité, le marxisme, c'est tout sauf ça, hein, même si effectivement, il y a pu avoir des tentatives de fixation dogmatique qui ont pu avoir lieu au cours du XXe siècle. Exemplairement, le stalinisme dans son versant théorique, hein, je distingue bien le stalinisme dans son versant théorique de son versant historique, hein, que nous, on peut défendre à l'IHT, par exemple, ou plus largement toute forme de gauchisme au sens léniniste, hein, donc toute forme de dogmatisme qui refuse les compromissions et qui refuse toute actualisation d'une analyse basée sur le réel. Donc c'est une méthode qui a vocation à fonder l'unité des savoirs et des disciplines scientifiques. Nous, à l'IHT, on est très attachés à une phrase de Lénine qui disait que sans théorie révolutionnaire, on ne pouvait pas mettre en place une pratique révolutionnaire et politique conséquente. Donc, il se convient en fait d'utiliser cette méthode marxisme, de l'actualiser, que chaque époque renferme ses propres contradictions, ses propres dynamiques politiques, économiques, sociales, qui va convenir d'analyser pour pas s'enfermer dans l'erreur et le dogmatisme, justement, et qui va nous permettre en fait de trouver et de rationaliser une stratégie politique adéquate qui va nous servir qui va nous servir à prendre le pouvoir, tout simplement. Donc la question que j'ai choisi sur laquelle j'ai choisi de concentrer mon exposé aujourd'hui, c'est une des questions qui est vraiment une des questions les plus brûlantes de notre temps, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui est celle en fait de la disparition de l'État-nation et de la souveraineté populaire, particulièrement en France, hein, qui est attaquée, comme vous le savez, de toutes parts par des institutions supranationales au service d'un capitalisme débridé, sauvage et cosmopolite. Donc je sais que vous, au Cercle Aristote, vous êtes une association qui est marquée par la pensée souverainiste dont nous, à l'IHT, on se revendique totalement et très volontiers, non seulement en tant que communiste, hein, mais aussi en tant que patriote, soucieux de préserver notre pays de la disparition. Donc c'est pour ça que je prends ici le parti de tenter de vous montrer dans l'heure qui va suivre comment en fait une bonne utilisation de cette méthode marxiste peut et doit servir la cause souverainiste. Et ça va être très important, je pense, dans le dialogue qui occupe nos deux associations. Donc, ce sera plutôt une présentation du marxisme par l'application et par une étude de cas. Donc un exposé qui va s'appliquer à appliquer la méthode marxiste à la question de l'État-nation en France, à la sauvegarde de notre patrie, et qui va même s'autoriser à proposer quelques perspectives politiques qui, d'un point de vue communiste, nous, à l'IHT, nous semblent être les bonnes pour reconquérir la France et pour accomplir le destin de notre peuple. Donc la première partie de mon exposé va s'employer à vous décrire quelles sont les caractéristiques principales du capitalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, qui n'est pas le capitalisme du 19e siècle, qui n'est pas non plus le capitalisme du début du 20e siècle. C'est quelque chose de nouveau qui est apparu à partir de l'après-guerre. Donc en fait, je vais me montrer comment celui-ci est apparu, le rôle qu'il a joué d'abord dans la reconstruction d'une France en ruine, puis dans la conquête totale en fait de la nation. Je tâcherai ensuite de montrer comment ce néo-capitalisme nous a entraîné jusqu'à aujourd'hui par sa nécessité propre, pardon, à un pourrissement de la nation, un délitement de l'ensemble de la société française. Et c'est après ça, enfin, que je pourrais dresser quelques perspectives communistes
pour la reconquête d'une souveraineté totale et intégrale. Je commence, avant de rentrer dans le corps de mon développement, je commence par une petite précision d'ordre conceptuel sur la question de l'État et comment les marxistes appréhendent la question de l'État, parce que ça va être assez important dans le corps de mon exposé. Et notamment, je vais beaucoup m'inspirer ici, et d'ailleurs dans tout mon exposé, de la pensée de Michel Clouscar, qui est vraiment un des intellectuels marxistes les plus féconds et sur lesquels nous nous appuyons vraiment le plus dans notre pratique politique et dans notre réflexion théorique. Donc la réflexion de Clouscar sur l'État, elle intervient dans un moment où justement cette question est complètement devenue un angle mort de la pensée marxiste. D'une part parce que une partie des marxistes dogmatiques du Parti communiste de l'époque ont réduit l'État à sa seule fonction répressive, et de la même manière, par exemple, qu'un Althusser, qui va être vraiment un des grands intellectuels du marxisme universitaire, va également justement dogmatiser et figer cette conception de l'État, alors que dans le même temps, on a aussi l'apparition progressive des nouveaux philosophes, donc les BHL, les Finkielkraut, etc., qui, eux, commencent à se faire un nom non seulement sur l'anticommunisme et sur l'antitotalitarisme, donc vont condamner l'État par principe, et d'autre part, les gauchistes, donc les 68 arts, chez qui, pour le coup, le rejet de l'État va se mêler au sentiment antinational que vous connaissez. Donc on voit le souci quand même de la méthode marxiste quand même à s'adapter, à adapter sa théorie avec le réel, parce que c'est à ce moment-là que Clouscar, à contrario en fait de certains courants communistes certains courants communistes, même gauchistes ou anticommunistes que je viens de décrire, en fait lui voit bien qu'on peut plus penser la question de l'État et la question nationale comme avaient pu le faire par exemple Marx, Engels, Lénine, tout simplement en fait à cause des évolutions du mode de production capitaliste. Et lui, il va montrer justement que le mode de production capitaliste va avoir justement besoin de cette destruction de l'État, de cette destruction de la nation pour maintenir sa domination. Donc par exemple chez Clouscar, il va y avoir une distinction très importante entre différentes conceptions de l'État. Par exemple, qu'on parle par exemple de l'État républicain, c'est-à-dire qui est l'héritage non seulement de la centralisation monarchique, mais aussi de la révolution jacobine, donc tous les acquis de l'État républicain, l'État-nation, donc comme émanation d'une forme de volonté générale, on retrouve ça chez Rousseau, et d'autre part encore un État comme appareil de gestion, ou un appareil répressif, un petit peu les deux mamelles de l'État comme appareil d'État. On voit tout de suite que voilà, il y a une nécessité de repenser cette question, surtout à une époque justement où le capitalisme adopte comme idéologie dominante le mondialisme et va avoir à cœur justement et pour intérêt aussi de dissoudre les nations et les États dans un grand projet global. Voilà. Donc ces quelques distinctions opérées, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc je vous l'ai dit, le grand événement marquant qui va inaugurer en quelque sorte le nouveau capitalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est l'après-guerre. Pourquoi l'après-guerre? Tout simplement parce que quel est le grand camp victorieux de l'après-guerre? Eh bien, qui sont les grands vainqueurs du nazisme? Eh bien, ce sont les communistes, pas seulement les soviétiques qui ont vaincu le nazisme à Stalingrad, puis qui sont allés jusqu'à Berlin. Pas seulement eux. Il y a aussi tous les partis communistes européens, notamment français et italiens, qui, forts dans leur implication dans la résistance, de leur implication patriotique et populaire dans la résistance, en fait, vont dans les lendemains de la guerre s'imposer en fait comme les premiers partis de leurs pays respectifs et comme des forces politiques majeures qui vont faire trembler justement la bourgeoisie et qui vont faire trembler aussi le pouvoir politique. Donc le capital à ce moment-là, en particulier le capitalisme américain, va avoir recours au plan Marshall, comme vous le savez, qui est donc une aide massive, une aide massive injectée dans les pays européens. Par exemple, pour le cas de la France, on compte plus de 2,8 milliards de dollars qui vont être déversés entre 1947 et 1951. Donc un plan Marshall qui a trois objectifs. Premièrement, une stratégie d'endiguement du communisme. Vous le savez, après les accords de Yalta, la sphère d'influence de Moscou s'est vraiment très fortement alourdie, puisqu'elle a réussi à intégrer ce qu'on a appelé les démocraties populaires, c'est-à-dire un certain nombre de pays de l'Est qui ont rejoint en fait le bloc soviétique après la guerre. Ça va être aussi d'acheter en fait, quelque sorte la docilité et l'alignement des pays d'Europe occidentale euh, pour la guerre froide en fait qui se décide déjà à ce moment-là, c'est-à-dire un conflit idéologique et politique entre deux mondes, le bloc de l'Est et le bloc occidental capitaliste. Donc vraiment, on va acheter en fait justement cette allégeance des pays occidentaux avec une soumission en France, par exemple, de toutes les élites politiques, excepté le Parti communiste et les gaullistes.
aussi bien de la SFIO, donc les socialistes, de Léon Blum, que le centre droit, hein, le MRP, qui va être dirigé par exemple par un Robert Schuman, hein, qui vont se soumettre complètement à cette nouvelle forme d'impérialisme, hein, qui vont voir comme un moindre mal pour reconstruire la France détruite, quoi. D'ailleurs, je précise d'être ici pour le signaler, parce que j'ai vu récemment sur ces canaux une conférence très intéressante qui avait été donnée par le camarade Justin Curieux, qui montrait justement de manière très sérieuse, très intéressante, hein, combien la classe politique française, hein, sous la quatrième République naissante, donc vraiment dans les lendemains de l'après-guerre, en fait, s'aplatissait vraiment dans les dignitaires américains, voilà, dans des scènes qui frôlaient vraiment le grotesque et le ridicule. Troisième objectif du plan Marshall, c'est le moyen pour les Américains d'écouler toute une série de stocks de surplus, hein, qui ont été produits pendant la guerre, et ce qui va permettre d'éviter une récession. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir débarquer en France des marchandises emblématiques de ce qu'on appelle le rêve américain, hein. Emblématiquement, le chewing-gum, le cinéma. D'ailleurs, à ce titre, je signale l'existence des accords qu'on appelait les accords de Bloom-Barnes, hein, qui ont été signés par James Barron côté américain et par Léon Blum et Jean Monnet. Tiens, encore une fois, Jean Monnet, ce cher Jean Monnet, qui, en fait, en l'échange d'une liquidation d'une grande partie de la dette contractée par la France suite à la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des États-Unis, en fait, vont concéder aux États-Unis un abaissement des barrières douanières. Et entre autres, il y a aussi un protocole dans ces accords qui va introduire le cinéma hollywoodien en France, donc justement en échange de l'annulation de cette dette. Donc le début d'un impérialisme culturel et du déploiement d'un soft power américain qui commence au détriment en fait du développement d'une culture nationale, d'une culture cinématographique nationale. Hein, d'ailleurs, il faut signaler quand même qu'à l'époque, il y a déjà une forte résistance des milieux artistiques, notamment dans les milieux communistes, dans les milieux qui sont liés au Parti communiste français, et qui ont à cœur de défendre vraiment le cinéma français, hein. On estime qu'à ce moment-là, c'est un tiers, quasiment un tiers de la profession en fait du cinéma qui est menacée par le chômage, hein, tout simplement, hein. Je signale par exemple un grand nom du cinéma communiste, hein, qui est Jacques Becker, qui est vraiment un réalisateur très intéressant et dont je vous recommande l'œuvre, hein, pour vous rendre compte de ce qu'a pu être un certain cinéma lié politiquement au Parti communiste français. Donc cette époque, dans les années 40, enfin dans les années 40, deuxième partie des années 40 et début des années 50, on va connaître une transformation économique et sociale de la France très importante, qui va être permise par le programme des Jours heureux du CNR et aussi par une intervention active de l'État qui de plus en plus va se mêler à l'économie. Hein, vous le savez, c'est le moment où on nationalise les banques et des secteurs clés de l'industrie française, dont certains sont plus que suspects d'avoir collaboré activement lors de l'occupation. Donc c'est aussi le moment de la création du commissariat au plan, qui va d'abord être dirigé par ce cher Jean Monnet, encore une fois, et qui résulte en fait de la prise de conscience par les dirigeants politiques du GPRF puis du début de la quatrième République, en fait, qui prennent conscience en fait que il y a quelque chose qui ne va plus en fait dans le modèle productif français, qu'il y a une exigence en fait dans la population d'augmentation du niveau de vie, et donc il y a une nécessité de réorienter et de remodeler en quelque sorte l'industrie française. Hein, donc c'est à ce moment-là qu'on passe d'une industrie lourde de plus en plus à une industrie légère, qu'on accentue la production de séries, qui n'est pas une invention de cette époque, hein, mais qui va vraiment connaître le bout de sa logique à ce moment-là. Production de séries et passage à l'industrie légère, qui va permettre la production de biens d'équipement auxquels de plus en plus les ménages populaires vont avoir accès. Je vous signale d'ores et déjà qu'il faut faire attention à bien faire la distinction entre des biens d'équipement et des biens de consommation. Hein, des biens de consommation, les biens de consommation, c'est vraiment autre chose, hein, parce que les biens d'équipement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tous les biens fonctionnels en fait auxquels vont accéder les ménages populaires, hein, par exemple la machine à laver, la voiture, qui sont tout simplement nécessaires, qui sont tout simplement des choses qui vont permettre d'améliorer le bien-être des populations et qui vont aussi permettre voilà, de tout simplement d'améliorer tout simplement la survie de ces ménages. Donc il faut bien distinguer ça de biens de consommation, hein, qui sont par exemple de l'ordre du divertissement. Hein, et c'est très important de faire cette distinction parce que c'est précisément l'absence de cette distinction qui a permis par la suite des idées comme l'idée de la société de consommation, qui sous-entendait que la société française, dans son intégralité, se serait vautrée dans une forme de consommation, hein, voilà, au détriment d'autres intérêts, et notamment la classe ouvrière, quoi. C'est-à-dire que, par exemple,
il y a toute une série d'intellectuels à partir de mai 68 qui vont considérer que du fait justement de ce nouvel accès à ces biens d'équipement, en fait, la classe ouvrière, en fait, s'est vendue, a abandonné le projet révolutionnaire, justement pour un plat de lentilles. Voilà, c'est notamment toute la pensée de quelqu'un comme Marcuse, un philosophe allemand, qui a été très influent justement dans les théories de mai 68. Voilà, encore une fois, là, on voit toute l'importance du marxisme, qui lui, pour le coup, voilà, va faire les distinctions nécessaires entre biens d'équipement, biens de consommation, et surtout qui va poser la question de qui consomme plus qu'il ne produit, qui doit produire pour que les autres consomment, et qui consomme grâce à la production des autres, grâce à toute une autre partie de la population qui, elle, assume un principe de réalité, assume un rapport direct à la production, grâce auquel les couches supérieures de la société vont pouvoir consommer de manière totalement parasitaire. Voilà, donc j'arrête ici pour cette incise. Je disais que à partir de ces années-là, on va vers une orientation dirigiste de l'État, qui va exercer un contrôle accru sur l'économie, et ça va être tout à fait caractéristique de ce nouveau capitalisme qui, pour assurer le maintien de ses profits, va avoir besoin de l'État pour assurer le financement de son capital constant. Bon, là, j'utilise un terme marxiste qui est le capital constant. Peut-être que vous le savez, le capital constant, dans la théorie marxiste et dans le Capital, Marx explique en fait que c'est la part du capital en fait qui est fixe, qui ne bouge pas. C'est-à-dire en fait, c'est toutes les infrastructures de la production, à savoir les machines, le lieu de production, etc., par opposition au capital variable, qui va par exemple être constitué de la force de travail, qui elle pour le coup est changeante, doit se reproduire, doit s'acheter, doit se renouveler, etc. Donc ce qui va entériner cette prise de contrôle de l'économie par l'appareil d'État, c'est 1958, c'est la prise du pouvoir, c'est le retour au pouvoir du général de Gaulle et la présidentialisation du régime avec la Ve République. Donc c'est la fin du parlementarisme, et avec lui c'est la fin de la France, d'une certaine France libérale du XIXe siècle, donc d'un autre capitalisme qui reposait sur la mainmise d'un certain nombre de notables de province, d'une petite bourgeoisie dont l'activité reposait sur la petite entreprise traditionnelle, sur la libre concurrence, et c'est également, comme vous le savez, la fin de l'empire colonial, donc de tout un modèle économique et social qui se termine à ce moment-là, vraiment, donc vraiment une mutation sociale du capitalisme et de la production en France. Donc le capital va prendre une forme monopolistique, dont l'État va prendre en charge une grande partie des infrastructures qui vont être nécessaires au développement de ce capital constitue un monopole, et ce qui justement va lui permettre aussi de lui assurer des profits élevés. Donc sur le plan territorial et démographique et géographique, la France va connaître un bouleversement, des chamboulements sans précédent. Michel Clouscar, dans une œuvre très intéressante qui s'appelle La Bête sauvage et que je vous recommande, va avoir une phrase très intéressante qui dit que la France, dans cette période, change plus pendant l'après-guerre qu'elle ne l'a fait pendant 1000 ans d'existence. Voilà. Qu'est-ce qui va être la cause de ce changement? Tout d'abord, c'est un développement urbain très important. Un développement urbain qui est d'abord le fait de la concentration des sites de production dans les milieux urbains. Vous savez, emblématiquement, c'est les usines de Boulogne-Billancourt. Ce qui va provoquer dans les campagnes un exode rural extrêmement rapide et brutal. Une concentration des classes populaires dans ce qu'on va appeler la couronne parisienne. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'on va avoir apparaître les HLM, les banlieues rouges qui vont fournir un vivier électoral très important, notamment pour le Parti communiste français. Cet exode rural, donc, du côté des campagnes, va provoquer une destruction, une désertification de lieux de sociabilité traditionnels, qui étaient ceux du prolétariat rural, et une destruction du paysage de ce que Michel Clouscar appelle la vieille France. La vieille France qu'on peut qualifier assez simplement comme la France des clochers, la France des villages, la France rurale, un petit peu dans le mode d'une image d'Épinal qu'on pourrait avoir. Donc des lieux de sociabilité désertifiés qui vont être réinvestis par la bourgeoisie à travers la spéculation immobilière et par l'industrie du tourisme. Ça va être tout le rôle de la maison de campagne, la maison secondaire, l'industrie du tourisme. Donc on va avoir des espaces pauvres délaissés pendant des siècles, qui avaient complètement été délaissés auparavant. Par exemple, les littoraux, la mer, les montagnes, exemplairement, c'est tout le rôle du sud de la France, du Midi, qui de plus en plus va être investi par toute une industrie du loisir et du tourisme, en fait, qui va profiter justement de cette désertification et de ce déclassement des campagnes, en fait, pour croître, en fait, pour faire croître ce marché. Donc inévitablement, vu que les classes populaires traditionnelles vont bouger dans les villes,
qui va se passer, c'est qu'inévitablement, dans des zones qui étaient traditionnellement des zones de relégation, hein, affectées à la marginalité, en fait, justement, toute cette marginalité sociale, hein, ce sous-prolétariat, va se mêler aux classes populaires traditionnelles, qui va engendrer effectivement des situations de tension et des phénomènes très importants de ghettoisation. Je reviens pas dessus pour l'instant. Je pense que vous avez une petite idée de ce dont je parle, hein. Et par exemple, le Kluskar, toujours dans ton œuvre, va parler d'une véritable guerre civile entre les pauvres qui est organisée par le capital. Donc tout ça va avoir pour conséquence, hein, tout ce dont je viens de parler, hein, que ce soit la mise en place du plan Marshall, ce remodelage de l'économie très rapide, très brutal, hein, mais qui a quand même permis un certain progrès, hein, notamment une amélioration du niveau de vie, hein, va quand même avoir pour conséquence une érosion brutale de ce que j'ai tout à l'heure appelé la défense. Pour caractériser un petit peu plus ce dont je parle, la défense, c'est en tout cas dans la conception de Kluskar, hein, c'est la France ouvrière et paysanne, hein, avec toutes les solidarités traditionnelles, toute la culture commune qui peut se forger dans ces deux milieux sociaux. C'est aussi la France de la résistance, hein, qui s'est exprimée politiquement dans les deux grandes forces qui étaient issues de la résistance, hein, le gaullisme et le Parti communiste français. Et dans une moindre mesure, ce terme peut aussi désigner la classe moyenne traditionnelle, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, les petits patrons, qui, sous l'effet de la monopolisation en fait du capital, vont voir leur profit brusquement réduit, contraints de plus en plus d'être à la remorque des multinationales et des monopoles de la grande bourgeoisie, et réduit progressivement à des rôles de sous-traitants. Hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est dans les années 50 qu'apparaît le mouvement poujadiste, qui va être justement aussi l'expression politique de ce déclassement et de ce déclin d'une certaine classe moyenne traditionnelle, qui va mettre en avant des revendications fiscales, notamment euh, face à la peur en fait voilà de ce déclassement et de cette chute brutale des profits, et aussi cette chute symbolique voilà de souveraineté, hein, c'est-à-dire que des gens qui avaient un certain contrôle sur l'économie française brusquement se retrouvent spoliés, hein, voilà de ce contrôle. Une autre mutation très importante, c'est l'apparition d'une fraction de la classe exploitée, c'est-à-dire du salariat, qui va disposer de salaires suffisamment élevés à partir de cette période pour avoir accès à une nouvelle forme de consommation. Tout à l'heure, vous vous rappelez que j'ai fait une distinction entre biens d'équipement et biens de consommation. Ces nouvelles fractions de la classe exploitée, Michel Kluskar les appelle nouvelles couches moyennes, et je tiens au substantif de couche, hein, par opposition, qui n'est pas la même chose qu'une classe. Hein, c'est très important de faire cette distinction entre couche et classe. Une classe se définissant par une certaine position dans les rapports de production, et ces fractions de la population dont je parle sont objectivement, dans les rapports de production, soumises, hein, au salariat, et donc ne détiennent pas ne détiennent pas ni les moyens de production ni le capital, donc en fait font partie d'une forme de prolétariat élargi, hein. Mais tout de même, ce qu'on peut signaler, c'est que par une certaine politique d'augmentation des salaires, ces gens-là vont accéder à des revenus suffisamment conséquents pour accéder justement à une forme de consommation parasitaire, une consommation de divertissement, hein, qui va constituer en fait le principal marché pour tous les surplus de marchandises dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, tous les surplus de marchandises qui étaient issus du mode de vie à l'américaine, hein, du plan Marshall, donc des biens de consommation frivoles, parasitaires, hein, qui vont notamment être issus de l'industrie du divertissement, mais aussi, dans leur face la plus sombre, dans l'industrie de la drogue, de la mode, du sexe, etc. Donc le capital, à ce moment-là, fait encore plus fort, parce qu'il fait même de ces biens de consommation des signes de transgression, hein. Par exemple, on va être de gauche quand on porte le surpoids, le nouveau mode de vie propre à ces nouvelles catégories de la population. Hein, par exemple, vous savez, à partir de mai 68, on va considérer que fumer des joints est un acte absolument révolutionnaire parce qu'il s'inscrit dans une transgression totale de la morale traditionnelle. Alors qu'en réalité, c'est une gestuelle, c'est une pratique qui est totalement encouragée non seulement par l'impérialisme américain, mais aussi par le marché. Autre exemple typique, hein, le port du jean ou le rock'n'roll vont apparaître comme des symboles de contestation très forts, hein, alors qu'en réalité, ils vont servir objectivement à une soumission au nouvel ordre impérial dominant, qui vont uniformiser la culture occidentale sous la coupe du soft power américain, et au passage détruire un grand nombre de cultures populaires locales, hein. C'est notamment le rôle du tube, des musiques qui vont passer dans toutes les radios du monde, et qui vont complètement éclipser des genres de musique traditionnels, populaires, nationaux, qui pouvaient se développer avant. Voilà, donc on voit
que le capital vraiment opère une stratégie de séduction auprès de ces nouvelles catégories de la population, une opération de séduction, voilà, qui va avec tout un appareil idéologique, tout un conditionnement anthropologique, qui fait que justement voilà, avoir accès à ce marché va apparaître comme une forme de transgression, alors qu'en réalité c'est la soumission la plus totale en fait à l'ordre dominant et au marché. De surcroît, cette consommation se fait bien évidemment sur le dos de la classe laborieuse, qui, elle, doit produire la possibilité de cette consommation en travaillant, en ayant un rapport direct à la production, pour que ces couches moyennes et la bourgeoisie puissent, pour reprendre le slogan de 68 Arts, puissent vivre sans entrave. Donc les couches moyennes, qui rappelent-le sont des prolétaires, par cette même occasion, vont penser pouvoir manger à la table de la bourgeoisie. Donc le prolétariat, dans son sens le plus élargi, tel que je l'ai défini tout à l'heure, qui a vocation à être une classe révolutionnaire, va se fragmenter et les intérêts de classe ne vont plus du tout être compris par une large partie de ce prolétariat. Donc là, on a déjà bien installé le nouveau capitalisme, donc comme je l'ai décrit, qui se caractérise par un dirigisme d'État qui va beaucoup investir justement dans les infrastructures de ces monopoles, par justement par l'apparition de ce nouveau marché en fait qui a vocation à conquérir l'ensemble de la société, et qui est issu notamment principalement de l'impérialisme américain, de l'impérialisme culturel américain. Sauf que pour cela, comme je l'ai dit, il est important, enfin, il va être nécessaire de faire triompher une idéologie de la transgression notamment de la morale traditionnelle. Et pour ça, il va y avoir un dernier obstacle au triomphe de ce néo-capitalisme. Ce dernier obstacle, je vous le donne en mille, c'est aussi le dernier vestige d'une certaine France traditionnelle et morale. Ce dernier obstacle, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui incarne encore la France de la résistance, un certain ethos, on va dire français, un certain ethos de sérieux, un certain ethos de grandeur morale, dont le capitalisme doit de plus en plus faire l'économie pour développer ce grand marché, pour développer ce tout marché et pour imposer son idéologie à l'ensemble de la société française. Donc ça va être le rôle de mai 68. Mai 68 que Michel Plouscar qualifie de 14 juillet des couches moyennes. Voilà, les couches moyennes qui vont développer à travers l'accès à ce nouveau marché, vont développer une idéologie propre, une idéologie qui en fait va se rapprocher de l'idéologie gauchiste à cette époque-là, très clairement. Donc une idéologie libertaire, de la transgression morale, du non-respect des autorités traditionnelles, des parents, etc. Et pourquoi je parle de 14 juillet des couches moyennes? Vous savez que le 14 juillet 1789, c'est le moment où la bourgeoisie, ayant acquis une forme d'hégémonie culturelle, idéologique et économique de par son activité, va réclamer, en plus de cela, le pouvoir politique, et va mettre en place son pouvoir politique, notamment à travers la Déclaration des droits de l'homme. Donc là, c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire que ces nouvelles couches moyennes, en fait, elles revendiquent, elles, leur part du gâteau, leur part du gâteau sur le plan politique. Sauf que cette revendication va passer par le départ du général de Gaulle, qui va servir tout autant la grande bourgeoisie libérale et le gauchisme estudiantin. Donc on a une convergence objective entre, par exemple, Cohn-Bendit le gauchiste, le grand leader de mai 68, et Pompidou, l'expression politique de la droite libérale. Donc à partir du moment où De Gaulle, ou à partir du moment du départ de Gaulle, c'est vraiment le triomphe du néo-capitalisme, dont la stabilité va être assurée en France à partir de ce moment-là, par une rassurante alternance entre le centre-gauche et le centre-droit, qui vont respectivement et progressivement s'abandonner la gestion lorsque les aléas de la politique et des crises successives vont rendre ça nécessaire. On va avoir un mode de production qui, pour la première fois de son histoire, va s'accommoder aussi bien d'une gestion social-démocrate, qui peut être celle du Parti socialiste, que d'une gestion de centre-droit, voire de droite dure, qu'on a pu connaître sous Pompidou, ou même sous une forme de technocratie néo-vichiste telle qu'elle a pu prendre forme sous la présidence de Giscard d'Estaing. Donc, le néo-capitalisme va advenir comme, qui n'est pas, je le précise encore une fois, ni le capitalisme du XIXe siècle, ni le capitalisme du début du XXe, qui va advenir comme forme perfectionnée de l'exploitation et du tout marchandise. Donc, les travailleurs vont non seulement être soumis à une oppression économique extrêmement brutale, donc à travers l'extorsion de la plus-value, vous savez, c'est l'exploitation. C'est le fait que le patronat et le capital va s'approprier une grande partie de la valeur produite par le travail salarié, alors que le salaire qui va être octroyé à l'employé va être à peine suffisant pour assurer la reproduction de sa propre force de travail, c'est-à-dire
sa propre survie, en fait, hein. Voilà, on va lui donner assez de quoi bouffer, tout simplement, de quoi pouvoir revenir à l'usine le lendemain en bonne santé et capable de travailler, hein, voilà. Et double exploitation d'autre part, parce que la récupération de ce salaire, donc du peu en fait qui va être accordé aux salariés, va être récupérée via la soumission au système de crédit à la consommation. Hein, voilà, hein, vous voulez acheter une voiture, vous vous endettez sur 10-20 ans, tandis que le libéralisme et la société libérale, l'idéologie libérale, elle va se limiter complètement à la sphère de cette consommation parasitaire dont j'ai parlé. Hein, à ce sujet, je me permets de citer une phrase de Klotzkar très connue qui dit tout est permis, rien n'est possible. Hein, tout est permis, c'est-à-dire mais oui, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir acheter une voiture, vous pouvez tout vous permettre. Par contre, derrière, voilà, le banquier va vous soumettre et vous allez devoir rembourser sur 10, 20, 30 ans. Vous allez même devoir transmettre vos dettes à vos enfants. Donc en réalité, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux, comme dirait un certain Allemand. Donc je conclus sur cette première partie. En somme, pour s'implanter, en fait, le nouveau capitalisme a dû mettre en place une stratégie nouvelle, non seulement pour endiguer le communisme, mais aussi pour atteindre son point de perfectionnement, qui va reposer sur la destruction de l'ancienne France traditionnelle, sur le délitement des vieilles solidarités prolétariennes et des repères de classe, hein, on l'a vu avec l'émergence des couches moyennes et leur rôle objectif au sein de tout ça, et sur l'ouverture de ces nouveaux marchés énormes, hein, qui va être permise en dernière instance par la diffusion massive de l'idéologie soixante-tarde. Donc là, on assiste vraiment à ce qui s'apparente vraiment à un rapt généralisé de la bourgeoisie, par la bourgeoisie, pardon, de tout ce qui a constitué une identité de français traditionnelle et surtout une identité de travailleur. Donc le capital, pour perdurer, a vraiment dû prendre à la France son âme. Hein. Donc tous ces événements, en fait, ont constitué la phase ascendante hein, de ce nouveau capitalisme qui se développe après-guerre et qui se caractérise, donc comme on l'a vu, par un dirigeant étatique de l'économie, hein, donc avec un appareil d'État qui va diriger, qui va gérer la nouvelle forme monopolistique du capital, par un remodelage technologique et productif de l'industrie française, hein, qui va améliorer les conditions et le niveau de vie de la population générale au prix justement d'une déstructuration en fait des structures sociales traditionnelles. Et justement, le revers de la médaille, c'est cet éclatement des structures traditionnelles de la France, ainsi qu'une reconfiguration de la lutte des classes, hein, avec la formation de couches tampons, hein, les couches moyennes, qui servent non seulement à l'ouverture de nouveaux marchés pour les biens de consommation liés à l'impérialisme américain, mais qui servent aussi, justement, comme je viens de le dire, de couches tampons entre la bourgeoisie et le prolétariat qui vont empêcher en fait l'unification du prolétariat parce que ces couches moyennes ne vont pas être conscientes de leurs intérêts de travailleurs et de par leur salaire élevé et de par leur accès à ces biens de consommation vont croire pouvoir accéder au gâteau de la bourgeoisie, ce qui en réalité est faux hein, et va se révéler de plus en plus faux justement avec la phase descendante de ce nouveau capitalisme et la crise dans laquelle nous nous situons actuellement. Et ça me fait une parfaite transition pour ma deuxième partie. Hein, qui va s'attacher pour le coup à montrer cette phase descendante du néo-capitalisme et l'accroissement non seulement du délitement de l'État français, de la nation française, mais aussi un accroissement de l'oppression économique des travailleurs. Donc ça commence hein, avec une première grande crise du néo-capitalisme, hein, qui est le choc pétrolier. Hein, je m'attarde pas dessus parce que c'est pas le sujet de cette intervention. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise du néo-capitalisme se caractérise dans un moment où en fait des des gains de productivité ne vont pas être réinvestis en masse dans la technologie et dans la production elle-même. Hein. Donc là, on touche à une contradiction du capital, hein, qui est qu'en fait, on nous dit que les profits vont servir à réinvestir dans l'économie réelle, alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'à cette époque, les profits en fait ne vont pas servir à être réinvestis en fait justement dans une amélioration de la production et dans un véritable progrès technique hein, qui permettrait un développement du tissu industriel français. Hein. Donc on a un vrai tassement de l'évolution de l'appareil productif. D'autre part, c'est à ce moment-là que l'économie commence à se globaliser. Hein, c'est l'ouverture de la Chine au commerce mondial, par exemple, en 1976, qui va correspondre à une période où les entreprises, de plus en plus, vont quitter le sol national. Hein, c'est tout le phénomène de délocalisation. Hein, vous savez, c'est toute la nouvelle division internationale du travail, la formation des zones économiques spéciales, hein, qui sont des zones dans les périphéries du monde, hein, notamment dans le tiers-monde, hein, où la fiscalité va être plus avantageuse, où le coût du travail va être infiniment plus bas, et donc le taux d'exploitation beaucoup plus fort. Et donc, pour maintenir la maximisation de ses profits, le capital va se tourner vers ces zones économiques, hein, qui se situent en général dans les pays du Sud, dans lesquels la main-d'œuvre est bon marché, la fiscalité plus avantageuse. Et donc, on entre dans une phase de l'impérialisme, dans laquelle, selon le travail de Samir Amin, qui est un grand penseur marxiste, dont je vous conseille également les travaux, hein, dans laquelle les zones périphériques vont être au cœur de la génération de la plus-value. La conséquence de tout ça, je ne fais pas le dessin, c'est la faillite,
enfin les faillites successives, la hausse phénoménale du taux de chômage, dont le capital va se servir pour accentuer la pression sur les travailleurs. Hein, on va clairement, ce qu'on va dire à un ouvrier à cette époque-là, c'est si tu ne veux pas travailler pour ce salaire de merde, dans ces conditions de merde, ne t'inquiète pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Hein. C'est tout le concept d'armée de réserve qui est développé dans le capital. Ça va aussi être, je le précise, ça va aussi être le rôle de l'immigration qui apparaît à ce moment-là dans les années 70, l'immigration de travail. Je rappelle que c'est une immigration que le patronat appelle de ses voeux. Voilà, une main-d'œuvre docile, corvéable à merci, qui ne va pas rechigner à la tâche, qui ne va pas non plus s'offusquer des bas salaires qu'on lui propose. Et je rappelle quand même aussi que les premiers à s'être opposés à ça, dès la fin des années 70, ce sont les communistes, le Parti communiste français, et en particulier la figure de Georges Marchais, qui va être mêlé à une affaire assez déplorable à la fin des années 70, comme vous le savez, qui va être l'affaire du foyer du foyer malien de Vitry, au cours de laquelle, en fait, tout simplement, un foyer d'immigrés maliens va être expulsé par la municipalité communiste de Vitry, de laquelle, en fait, le Parti communiste va subir une grande campagne d'accusations en racisme, en fascisme, etc. On voit déjà que c'était déjà une belle marotte à cette époque-là. Et je rappellerai quand même à ce titre la réponse qui a été fournie à cette époque-là par Georges Marchais dans une lettre adressée au recteur de la Grande Mosquée de Paris, dans lequel ce dernier rappelle qu'il ne s'agit pas du tout de racisme dans cette histoire, qu'il s'agit juste de constater très objectivement que l'immigration est utilisée par le capital comme une main-d'œuvre bon marché, que les migrants sont installés de force, sans concertation avec les habitants ni avec les municipalités, dans les communes issues des banlieues rouges, dans les communes très ouvrières qui votent Parti communiste, et ce qui va attiser une division des travailleurs entre eux, puisqu'on va mettre ensemble des travailleurs qui ne partagent aucun socle culturel commun, qui ne parlent pas la même langue, hein, et évidemment toute cette réaction du Parti communiste français à cette politique lui fait subir l'anathème ultime, à savoir l'accusation de racisme, par des gens même qui par ailleurs se servent totalement de ce phénomène migratoire à des fins purement mercantiles et à des fins de profit, tout simplement, voilà, et voilà, comment dire, entretiennent voilà une forme de néocolonialisme et voilà de néo-esclavage, de néo-esclavagisme, tout simplement. Donc tout ça est concomitant, bien sûr, avec une destruction du tissu industriel français, une baisse de la part de la population ouvrière dans la population totale, ce qui par conséquent va participer une fois de plus au délitement d'une culture ouvrière et d'une conscience de classe unifiée et organisée. Par ailleurs, il y a un sociologue communiste très très bon, universitaire, qui dans un travail qui s'appelle Le communisme des armées, va décrire en fait tout simplement ces évolutions un petit peu de la interne à la classe ouvrière française, qui va expliquer notamment que le patronat va de plus en plus avoir recours à une main-d'œuvre moins qualifiée, souvent intérimaire, qui va passer de moins en moins de temps dans les lieux de travail, qui va beaucoup moins s'intégrer dans les entreprises et dans les milieux syndicaux notamment, ce qui évidemment ne va pas faciliter la formation d'une culture commune, ouvrière, et d'une conscience de classe organisée, voilà, autour par exemple, de ce que pouvait être le Parti communiste. Tout ça, évidemment, va accentuer une oppression économique. Donc j'ai parlé au tout début, j'ai parlé dans la première partie d'une première phase d'oppression économique, qui est l'extorsion de la plus-value et le système du crédit, mais aussi toute la spéculation sur les biens immobiliers et l'investissement par l'industrie du tourisme des lieux traditionnels de la ruralité. Ces premières oppressions économiques s'ajoutent justement à ces délocalisations, à ces faillites, à ces remodelages de la population ouvrière, qui vont créer du chômage de masse, des faillites, des délocalisations, et bien évidemment des gels de salaire et des baisses de niveau de vie. En plus justement de tout un chantage qui va se mettre en place, le chantage au chômage, la peur de perdre son emploi, qui va toucher l'ensemble des travailleurs, de l'ouvrier jusqu'au cadre, d'ailleurs, progressivement. Toutes les nouvelles couches moyennes, progressivement, vont être touchées par cette crise. Donc, toute cette nouvelle division mondiale du travail, cette mainmise des grands monopoles internationaux, va expliquer, tout simplement, que la bourgeoisie est intérêt à voir disparaître la France en tant qu'État-nation. Et a intérêt à voir disparaître la France tout court en tant que pays, quoi. Là, je vous fais pas un dessin, c'est toute l'histoire du projet européen, qui, dès les années 50, est présenté comme un projet de paix et de coopération entre les nations, alors que dans les faits, vous le savez, ça sert surtout à maintenir la docilité des pays européens vis-à-vis du grand frère américain, et surtout, en dernière instance, permet à l'Allemagne de maintenir un empire économique à l'Est et de réduire à l'impuissance les pays d'Europe de l'Ouest et du Sud. Donc c'est la mise en place d'un marché commun, d'une ouverture à la concurrence, surtout à partir des traités de Maastricht et de la Constitution européenne qui instaure la concurrence libre et non faussée. Donc les pays d'Europe vont se transformer en un gigantesque marché des biens, des services et des personnes aussi, via l'espace Schengen. Donc vraiment, on a une nation française
qui était très bien sédimenté, qui avait vraiment des cultures politiques très développées, hein, voilà, notamment une culture ouvrière très développée, une forte conscientisation du prolétariat, et aussi une très forte fierté d'elle-même, hein, voilà, avec une culture française qui était très bien entretenue, un cinéma français, etc. À ce moment-là, en fait, la France devient un immense marché, en fait, voilà, qui est gouverné par l'idéologie libérale. Bon, alors, quels sont les grands traits de cette idéologie libérale, hein, tout simplement, voilà, on pourrait tout simplement dire que c'est tout d'abord une forme d'individualisme, hein, voilà, hein, l'individu isolé dans la société qui, pour échapper justement à cet isolement, va se réfugier justement dans une forme de consommation, au lieu d'assumer le principe de réalité et la production, hein, tout simplement. Ça va être aussi toute l'apparition du gauchisme avec mai 68, de toute cette morale transgressive, etc. Et en fait, toutes ces formes idéologiques en fait vont progressivement remplacer la culture traditionnelle française, et pas que chez les couches moyennes, hein, d'ailleurs, hein, mais dans l'intégralité du peuple français, hein, petit à petit. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez catastrophique. Donc, comme vous le savez, notre pays est aujourd'hui complètement vendu à la découpe par un président d'extrême centre. Hein. Très intéressant d'ailleurs, la figure de Macron, hein, qui pour le coup vraiment en 2017 en tout cas faisait vraiment la jonction justement dont je parlais tout à l'heure entre une forme oui de libertarisme en fait, enfin pas de libertarisme mais de gauchisme, hein, voilà, et de droitisme libéral. Hein, c'est très intéressant à ce titre de constater que le candidat Macron était soutenu aussi bien par l'ex-gauchiste Cohn-Bendit et par Alain Madelin, hein, l'ancien droitard Alain Madelin. Donc un président d'extrême centre qui met fin à l'alternance, hein, et qui pour le coup va travailler sans phare et sans masque pour le compte d'une oligarchie cosmopolite apatride, hein, qu'on connaît bien aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça notamment que l'Union européenne et l'OTAN aujourd'hui nous entraînent dans une folie et dans une politique complètement délirante, hein, notamment relative à toute la politique sanitaire qu'on a connue, hein, toute la dictature sanitaire qu'on a connue ces dernières années, hein, avec les masques, les confinements et toute la phase autoritaire, hein, vraiment très très inquiétante qu'on a connue. Et aussi, voilà, toute la politique aujourd'hui délirante relative à la guerre d'Ukraine, où il y a tout un conditionnement vraiment idéologique très très fort, médiatique, un emballement médiatique très très fort qui conditionne les populations justement à accepter l'inflation, l'austérité, le chômage de masse, et tout simplement, voilà, pour comme prix en fait d'une liberté dont on ne sait plus trop ce qu'elle signifie, hein, dans la mesure où le peuple français n'est plus capable de se donner ses propres lois, n'est plus souverain, la classe laborieuse n'est pas souveraine dans le travail. Vraiment, voilà, on a vraiment un conditionnement idéologique qui a atteint vraiment son summum, quoi, et une logique vraiment qui atteint vraiment son bout, quoi. Donc sur le plan intérieur, je ne fais pas un dessin non plus, il y a rien qui semble fonctionner, des services publics complètement à la dérive, des villes complètement sales, très mal gérées, un État failli et absent qui ne repose plus que sur le fonctionnement tout à fait relatif d'ailleurs d'un appareil répressif, hein. Donc un État qui par ailleurs n'est même plus capable de remplir la fonction qui est au départ censée le légitimer, hein, donc la protection de la population, qui va être prise en tenaille entre d'un côté la pègre, hein, le lumpenprolétariat, d'une part, et d'autre part la répression policière, hein, la répression policière qu'on a pu constater pendant les Gilets jaunes et plus récemment pendant les mouvements anti-dictature sanitaire, les mouvements des libertés. Donc un appareil d'État qui n'est plus bon qu'à la surveillance, à la répression policière des mouvements sociaux tels que les Gilets jaunes. Voilà, donc on a tout ce délitement de la société, hein, toute cette fragmentation de la société, toute cette fragmentation progressive de la société qui s'accompagne d'un accroissement et d'un aggravement de l'oppression économique, hein, à travers la mondialisation et l'instauration d'instances supranationales qui vont donner des ciments institutionnels à cette mondialisation et qui vont servir d'expression parfaite en fait de ces nouveaux intérêts de cette bourgeoisie et de ce nouveau capitalisme en fait qui ne demande qu'à écraser les États-nations, les cultures locales et tous les fondements traditionnels en fait de la société. Donc on a un peuple français qui n'a plus les commandes sur rien du tout, hein, que sur quelques pans de sa politique que ce soit. Hein, ni sur sa politique de stratégie, ni sur sa stratégie diplomatique, ni sur sa politique migratoire, ni par exemple sur la planification de la santé, ou des choses comme ça, voilà, des choses très simples. Hein. On a un pouvoir français qui reste souverain, par contre là oui, qui reste très fort dans sa capacité à emmerder les Français et à imposer des limitations de vitesse, des taxes sur les biens de première nécessité. Hein. Là le pouvoir français reste très souverain, donc on est vraiment hein, au beau milieu d'un pourrissement de l'histoire, d'un pourrissement de la société française,
qui semble nous condamner à une chute inexorable. Ce qui m'emmène à ma dernière partie, dans laquelle je vais tenter maintenant de dresser quelques perspectives d'un point de vue marxiste et communiste. Hein. Donc pour nous, la perspective qui est souhaitable, c'est le communisme ou le socialisme, que nous identifions pour notre part à une souveraineté intégrale, aussi bien sur le plan politique que sur le plan du travail. Hein, effectivement, notre rôle en tant que militant politique, c'est pas de jouer les Cassandres, hein, c'est de donner un sens au combat qui est le nôtre, c'est de faire comprendre à nos compatriotes et aussi à notre entourage pourquoi est-ce qu'on s'attache aussi ardemment à un combat qui semble en apparence perdu, hein. Pourquoi est-ce qu'on donne autant de temps, pourquoi est-ce qu'on fait autant de sacrifices, hein, pourquoi est-ce qu'on se consacre autant de nous-mêmes et de notre énergie à cette cause en fait qui semble vraiment perdue et qui semble vraiment être un combat de David contre Goliath, quoi. Je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, hormis la perspective que je vais vous présenter, il y a deux perspectives en fait qui s'imposent globalement. Euh, la première perspective, c'est tout simplement la fuite en avant mondialiste. Hein. Donc là, typiquement, c'est Biden, Macron, voilà la fuite en avant, la totale fuite en avant mondialiste. Hein, voilà le délitement des États-nations, la vente la soumission totale à l'impérialisme américain, sans aucune remise en question. Hein, voilà la perte de sens d'absolument tout ce qui constituait notre politique traditionnelle. Hein, tout ce qu'on fait n'a plus aucun sens. Hein, voilà, on envoie notre armée en Afrique, on sait même pas pourquoi. Enfin, si on sait pourquoi, mais disons que ça n'a plus aucun sens. On ne sait même pas quoi faire une fois qu'on a remporté les victoires militaires, parce que tout simplement parce que notre politique n'a plus aucun sens. Hein, voilà, parce qu'on n'est plus souverain sur notre politique. Donc ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective, c'est, je dirais, le souverainisme au sens large, que je qualifierais de retour à une forme de nationalisme économique et politique, hein, qui s'incarne par exemple aujourd'hui dans des figures comme Boris Johnson ou Donald Trump. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est aujourd'hui, je précise que je mets de côté la Chine, qui pour nous est un pays qui est à part et qui pour nous s'inscrit très, très clairement dans une trajectoire de développement socialiste. Hein. Je développe pas, mais c'est à dessein que je mets ce pays à part. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on envisage, nous, à l'IHT par exemple, une sortie par le haut de tout ce marasme d'un point de vue communiste. Parce qu'effectivement, nous, on a des solutions. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de souveraineté intégrale, donc d'une souveraineté qui se passe aussi bien sur le plan politique que dans le domaine du travail. Donc il va de soi, évidemment, que ça passera par le Frexit et par la sortie de l'OTAN, hein, qui sont vraiment des indispensables à toute forme de transformation sociale en profondeur. Hein. On ne pourra rien envisager tant que nous sommes sous la coupe de ces deux mamelles de l'impérialisme américain et même germano-américain. Mais tout ça, vous le savez, je ne vous refais pas l'exposé. Mais pour nous, ce ne sera pas suffisant. D'accord. Pour nous, la souveraineté, de ce point de vue-là, elle n'est qu'un moyen. Elle n'est qu'un moyen, et il faudra prendre également conscience du fait que toute cette pourriture, tout ce pourrissement qu'on a connu, c'est l'œuvre d'une classe parasitaire, hein, la bourgeoisie, qui a organisé tout ça, hein, et qui conviendra d'éliminer politiquement, en faisant la jonction entre toutes les couches de la classe laborieuse. Donc nous, ce qu'on propose, d'un point de vue communiste, et c'est là aussi une des bases de notre travail à l'Institut Humanisme Total, c'est l'union du peuple de France, hein, donc de l'ensemble de la classe laborieuse, aussi bien des couches moyennes, donc de ces fractions de la classe exploitée qui ont accès à des bons salaires, mais qui subissent aussi les effets de la crise, et de la classe ouvrière traditionnelle, donc la France périphérique, hein, la France encore ouvrière, qui existe encore, hein, et aussi d'une certaine ruralité. Hein. Donc en somme, nous, ce qu'on propose, c'est l'union des Gilets jaunes et de l'ensemble des travailleurs intellectuels, des travailleurs du tertiaire, etc. Je rappelle à ce titre, et je pense que c'est tout à fait utile, que cette union a été en germe, et c'est tout à fait encourageant, a été en germe en fait a été en germe dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qu'elle reste largement en germe. Hein, c'est-à-dire que il y a des travaux sociologiques très intéressants, hein, qui ont montré que sur les ronds-points, il y avait des divisions très importantes et surtout des phénomènes de ghettoisation en fait entre différentes fractions des Gilets jaunes, hein, entre les Gilets jaunes qui appartenaient plutôt à la classe ouvrière et d'autres fractions des Gilets jaunes qui, pour leur part, appartenaient par exemple au petit fonctionnariat, à la petite fonction publique, ou à des métiers du tertiaire, hein, des métiers des services. Donc nous, notre objectif dans tout ça, ça va être de recréer une unité par le biais en fait d'un ciment communautaire. Qu'est-ce que j'entends par ciment communautaire? Ben, tout simplement, en fait, ça découle d'une analyse sur l'idéologie libérale actuelle, en fait, qui repose justement sur la fragmentation des individus, sur l'isolation complète des individus au beau milieu de la société libérale et de cet enfer, hein, véritablement libéral. Donc des gens qui sont complètement isolés, qui ne savent plus à quel sens vouer et qui souvent sombrent dans la dépression, dans le nihilisme et qui se condamnent à l'inaction politique et tout simplement à l'isolement social total. Hein.
Nous, notre but, voilà, ça va être de proposer à ces gens-là, à ces parties de la population, un ciment communautaire pour les réinsérer, d'une part, dans un projet national, dans un projet révolutionnaire, mais pourquoi pas aussi, voilà, dans une forme de procès de travail, voilà, enfin, dans une forme de sérieux vis-à-vis du travail, c'est-à-dire de les responsabiliser, de leur montrer qu'ils ont un rôle historique à jouer et que ils sont pas condamnés, voilà, à ce marasme, à se morfondre sur eux-mêmes. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, c'est ni plus ni moins en fait que de recréer d'une certaine manière les moyens en fait de ces vieilles solidarités traditionnelles qui ont été érodées par le capitalisme. Deuxième chose, il faut aussi comprendre que la crise contemporaine du capitalisme amène un déclassement généralisé qui touche aussi justement ces couches moyennes dont j'ai parlé, qui voient aussi leur niveau de vie baisser petit à petit. Hein, exemplairement, c'est tous les travailleurs de la petite fonction publique, hein, les professeurs, qui de plus en plus se rendent compte. En fait, ils vont pas du tout participer au festin de la grande bourgeoisie, mais qui sont en fait les dindons de la farce, hein, qu'on leur fait subir, on leur fait subir et avaler mille couleuvres. Et de plus en plus, en fait, il va falloir appuyer sur ce mal-là, en fait, justement, pour développer une conscience de classe parmi ces gens-là, développer une conscience révolutionnaire et nationale. Donc, tout ça, ça doit aussi nous amener à revoir la manière dont on organise la lutte politique, qui doit prendre en compte aussi bien les échecs des Gilets jaunes que les limites du syndicalisme. Hein. Donc il faudra articuler d'une part le politique et d'autre part l'économique. Hein. Je rappelle que les revendications des Gilets jaunes se limitaient, enfin je caricature à dessein, mais se limitaient en grande partie à des revendications politiques, qui étaient très positives, hein, voilà, la démocratie directe, le RIC. Mais d'autre part, on n'a pas du tout observé une jonction avec le monde de l'économie, avec le monde du travail, et notamment avec les syndicats qui, pour leur part, eux, se limitent purement à des revendications purement économiques. Nous, voilà, nous, ce qu'on dit, c'est il faut faire la synthèse, en gros, du monde syndical, du monde du travail et des gilets jaunes, hein, qui d'ailleurs sont liés. Hein. Je ne dis pas que les gilets jaunes sont hors du monde du travail, loin de là. Je dis juste il y a une scission très claire hein, qui a été établie entre les organes de classe traditionnels, hein, que sont les syndicats et les partis, et la population française, voilà, la population française en lutte sous la bannière des Gilets jaunes. Donc une fois qu'on aura réussi tout ça, et ça va être le fruit d'un travail très long et très fastidieux, hein, un travail militant de très longue haleine, très difficile, on va pouvoir être en mesure de préparer une prise du pouvoir sur la gestion économique et politique, et qui va nous permettre d'entrevoir une manière d'être souverain tant sur le plan de la politique. Hein. Je rappelle qu'un peuple souverain, c'est un peuple qui obéit aux lois qu'il se fixe lui-même, et qu'un peuple souverain sur son travail, c'est un peuple qui accède à la gestion de la nation, donc à la gestion de l'appareil productif, hein, au détriment d'une classe parasitaire qui, pour le coup, s'en est emparée. Voilà, donc j'ai dressé quelques perspectives, dont j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de discuter par la suite. J'espère, à travers cette étude de cas, avoir montré et avoir suscité en vous un certain intérêt pour la pensée marxiste, qui nous permet de penser les enjeux politiques contemporains. Hein, vous voyez que je suis pas revenu dessus en détail au long de la conférence, mais vous voyez que j'ai essayé d'articuler un certain nombre de déterminations différentes, hein, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales, politiques, institutionnelles, et j'ai montré que l'unité, ce qui font de l'unité de tout ça, c'est pas seulement l'économie au sens large, mais c'est un mode de production dans son ensemble, qui est le mode de production capitaliste, qui pour continuer à assurer sa domination, continuer à assurer la domination de la classe bourgeoise, a besoin justement de muter et de trouver des nouvelles formes de séduction, des nouveaux marchés à développer, tout simplement des nations à éliminer aussi pour créer un gigantesque marché mondial. Donc le délitement de la France que nous connaissons depuis quelques décennies et qu'on va s'aggraver d'année en année s'explique par la nécessité d'un mode de production qui, pour se perpétuer, comme nous l'avons dit, doit muter. Et la liquidation de la France s'inscrit dans cette mutation. Ce qui fait qu'on ne pourra pas la sauver sans faire preuve d'une forme de radicalité au sens originel du terme, hein, c'est-à-dire s'attaquer au problème à la racine, qui est le mode de production capitaliste. Donc le peuple de France, comme je l'ai dit, doit parvenir à l'unité, à la communauté politique nationale et révolutionnaire, qui va conquérir la gestion politique et économique, ce qui résultera de la réunion de toutes les couches exploitées, hein, des ouvriers aux cadres, des employés aux techniciens et aux ingénieurs, qui sont destinés, comme nous tous, à subir de plein fouet la crise dans laquelle nous sommes actuellement, que ce soit d'un point de vue économique ou moral. Donc le déclassement, la crise de sens généralisée, hein, donc ce que j'entends par crise de sens, c'est toute cette espèce de dépression ambiante et cette espèce d'absence de sens généralisée qu'on observe autour de nous, hein, voilà, qui est vraiment une conséquence justement
de cet isolement, de cet individualisme et de tout ce triomphe d'une société écrasante, hein, vraiment sur du point de vue économique et du point de vue idéologique. Et donc la compréhension de ce déclassement généralisé et de cette crise de sens doit être pour nous un marchepied, pour nous souverainistes, hein, de manière générale, hein, un marchepied vers une reconquête d'une hégémonie au sein de notre pays. Hein, notre mission, ça va être de recréer non seulement une véritable fierté nationale, hein, la fierté d'être français, mais aussi de faire renaître une véritable conscience de classe organisée, qui va être à même d'éliminer la bourgeoisie en tant que classe parasitaire. Et c'est seulement à ces conditions-là, et pas à d'autres, que nous parviendrons à ressusciter la francité et à sauver notre pays. En ce sens, je suis très heureux d'avoir pu être invité ici pour participer à ce dialogue renouvelé entre les forces traditionnelles de la résistance française, hein, qui a, à mon avis, tout à gagner à ce dialogue. Par ailleurs, j'espère que ces quelques réflexions pourront faire avancer une réflexion commune, servir la cause de la France. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.